Au sommaire de cette édition au Gabon, le nouveau gouvernement a été dévoilé lundi dans la soirée. Il compte 38 ministres contre 40 pour l'ancienne équipe. Le grand chamboulement attendu ne s'est pas produit. Les Angolais se rendent aux urnes demain pour élire le successeur de Dos Santos. Les derniers mots d'ordre de l'opposition sont à suivre dans cette édition. Enfin, en Centrafrique, au moins 13 personnes ont été tuées le week-end à Bria, à 450 km au nord-est de Bangui, dans de nouveaux affrontements entre groupes armés. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Cette édition s'ouvre par le Gabon, où les populations attendaient depuis 5 jours le nouveau gouvernement qui a été dévoilé ce lundi 21 août dans la soirée à Libreville. L'équipe gouvernementale est ramenée à 38 ministres contre 40 pour l'ancienne. Le grand chamboulement attendu ne s'est pas produit. Plusieurs cadres de l'équipe sortante ont conservé leur portefeuille, sinon changé simplement de poste. L'ouverture n'a concerné qu'une partie de l'opposition. Les principaux lieutenants du chef de l'État conservent toutefois leur poste. La défense reste entre les mains de Étienne Massar Makaga et Alain-Claude Bilibi Nzé, demeure patron de la communication. Pascal Ouahi conserve le portefeuille du pétrole. Les sorties les plus inattendues sont celles de la ministre des Sports Nicole Assélé, cousine d'Ali Bongo. Il y a aussi le ministre de la Justice et celui de l'Éducation nationale. En Angola, cette fois, à 2 jours de l'élection présidentielle, Isaias Samakouva, leader de l'UNITA, donc le parti de l'opposition, a tenu un grand meeting politique à Luanda. Les adversaires du MPLA, le parti au pouvoir, ont paix un bilan mitigé du président sortant, un bilan sur lequel ils ont fondé leur principal argument de campagne. L'opposition appelle le peuple à opter maintenant pour un changement en dénonçant 42 ans de souffrance, de frustration, de mauvaise gouvernance et de corruption. Je vous propose à présent de suivre le porte-parole de l'opposition, candidat donc à cette élection présidentielle. Ils essaient de vous intimider en disant aux électeurs que s'ils votent pour l'UNITA, il y aura la guerre. C'est un devoir patriotique de dire au MPLA « va te reposer un peu ». Nous ne pouvons pas continuer à souffrir ainsi. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut continuer à souffrir? Est-ce que quelqu'un veut continuer à souffrir? Nous devons changer tout ça. Ça doit changer. Ces souffrances que vous avez, vos voisins qui soutiennent le MPLA les ont aussi. C'est vrai ou faux? Cette eau qui vous manque dans votre quartier, elle manque aussi à vos voisins du MPLA. Vrai ou faux? En Ouganda, le nombre de Sud-Soudanais ayant trouvé un refuge pour fuir la guerre civile dans leur pays a dépassé le million. L'annonce a été faite par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le président du Comité international de la Croix-Rouge, après une visite en Ouganda, a appelé lundi à un dialogue national inclusif et crédible au Soudan du Sud. Selon lui, les problèmes humanitaires du pays ne peuvent être résolus que si une solution politique est trouvée. La guerre civile déclenchée depuis décembre 2013 dans leur pays a poussé en moyenne 1800 Sud-Soudanais par jour, pour la plupart des femmes et des enfants, à traverser la frontière vers l'Ouganda depuis 1 an. Jeudi dernier, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a annoncé que le nombre de Sud-Soudanais ayant trouvé refuge en Ouganda a dépassé le million. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, poussé 4 millions de personnes à fuir leur foyer et rendu près de la moitié des 12 millions d'habitants dépendants de l'aide humanitaire.
Pour Peter Maurer, le président du Comité international de la Croix-Rouge, la résolution de ces difficultés humanitaires réside dans une solution politique à la crise alimentée par la rivalité entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Effectivement, il n'y a pas suffisamment de réponses humanitaires à tous les problèmes humanitaires du pays et des problèmes d'ampleur qu'il faut gérer. Il ne peut y avoir de vraies avancées que si une solution politique est trouvée. Nous devons avoir un dialogue national inclusif et crédible avec tous les pays où il y a des conflits pour qu'ils puissent s'en sortir, et la communauté internationale doit être là pour apporter son soutien et encourager à trouver des solutions politiques. Il va sans dire que le président Museveni, l'Éthiopie et d'autres voisins jouent déjà un rôle important dans cette crise. Selon des données de l'ONU, outre le million de Sud-Soudanais qui a fui en Ouganda, au moins un autre million a trouvé refuge au Soudan, en Éthiopie, au Kenya, en République démocratique du Congo et en Centrafrique. Justement, la Centrafrique qui subit un regain de violence des factions de l'Est Séléka qui prétend défendre la minorité musulmane et des groupes d'autodéfense anti-Balaka, majoritairement chrétiens. Au moins 13 personnes ont été tuées samedi à Bria, à 450 km au nord-est de Bangui, dans de nouveaux affrontements entre ces groupes armés qui s'y combattent depuis le début de la semaine dernière. En Centrafrique, 13 corps ont été dénombrés samedi à Bria après des affrontements violents entre les éléments d'autodéfense des miliciens anti-Balaka et les éléments du FPRC d'Abdoulaye Hissène, une faction de l'ex-rébellion de la Séléka. Au moins 20 blessés ont été recensés au niveau de l'hôpital de la localité, pour la plupart des combattants des deux camps et quelques civils. Les deux groupes armés se livrent des combats depuis le début de la semaine dernière à Bria. Et selon des médecins, le nombre de morts avoisine la trentaine, si l'on compte ceux de mardi et mercredi dernier. Il faut dire que certains morts n'ont pu être dénombrés par les médecins parce que les corps ne sont pas arrivés à l'hôpital. Samedi, la mission des Nations Unies MINUSCA avait indiqué que les casques bleus étaient à pied d'œuvre pour contenir ces nouvelles violences entre les présumés anti-Balaka et la faction arabe du FPRC. La MINUSCA présente à Bria n'a pour l'instant fait aucun bilan, mais la tension reste vive dans la localité. Comme des centaines d'enfants, Moussa et Ali ont été pris en otage par deux groupes islamistes nigérians, Boko Haram. Ils ont néanmoins pu s'enfuir et revenir au Tchad où ils tentent de se reconstruire dans des circonstances précaires. Pour eux, Boko Haram, c'était l'enfer. C'est en 2015 qu'Ali et Moussa ont vu leur village attaqué par des membres de la secte islamiste, comme avant eux, des milliers de villageois de la communauté Boudouma vivant de la pêche et de l'agriculture au nord de N'Djamena, à la frontière du Cameroun et du Nigeria. Là-bas, au combat, vous aurez de l'argent, vous irez au paradis, nous disait-il. Il y avait quelques volontaires, mais ils n'en ont pas trouvé assez, donc ils ont commencé à tuer 6 personnes et ont pris une quarantaine d'otages, se souvient Moussa. Les Boko Haram nous utilisaient comme travailleurs. Ils nous utilisaient pour aller pêcher et aussi pour aller labourer. Quand j'ai retrouvé ma mère dans un centre de transit et d'orientation dans la ville de Bol, c'était un sentiment de fierté pour maman et pour moi. En ce qui concerne notre situation de vie, elle n'a pas changé. C'était la souffrance là-bas avec Boko Haram et au retour au Tchad, nous souffrons aussi. Kidnappé, ramené du Tchad jusqu'au Nigeria, Moussa a travaillé 9 mois comme pêcheur pour Boko Haram.
Ali, emmené jusqu'au Niger, a dû pêcher 2 ans pour le compte du groupe islamiste. Dans leur malheur, les 2 jeunes Tchadiens ont eu la chance de ne pas être enrôlés comme combattants ou kamikazes. Une nuit, Moussa s'est enfui. Ce sont des appels à la désertion entendus à la radio qui l'ont poussé à fuir Boko Haram, explique-t-il. À leur retour, Ali et Moussa ont pu bénéficier du soutien de l'UNICEF qui affirme avoir aidé avec le gouvernement tchadien plus de 100 enfants à retrouver leurs proches depuis janvier 2017. Cotonou, capitale économique du Bénin, a abrité ce week-end le congrès constitutif de Réseau Panacom, entendez Réseau des communicateurs panafricains. Objectif, réhabiliter l'image de l'Afrique à travers les médias, compte rendu à travers cet élément. C'est par une bénédiction des têtes couronnées ainsi que la présence d'anciens ministres de pays africains dont Joseph Kofigo du Togo qu'est né le réseau Panacom. À travers ce congrès constitutif, ce creuset se donne pour mission de restaurer l'image du continent noir dans le monde. Panafricanisme et stratégie de communication pour une Afrique libre, indépendante et souveraine, c'est le thème sous lequel se sont déroulés les travaux dont les participants sont venus du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, du Ghana et du Bénin. Nous avons créé le réseau Panacom pour contrebalancer la communication négative qui est faite à l'Afrique, la communication pernicieuse qui est faite à l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas les guerres. L'Afrique, ce n'est pas les crimes. L'Afrique, ce n'est pas les détournements, ce n'est pas les vols. L'Afrique, il y a de beaux pays. L'Afrique, il y a de bonnes plages. L'Afrique, il y a de belles initiatives. Les Africains sont les plus intelligents de ce monde. On peut interroger l'histoire. On dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si on est d'accord avec ça, ça veut dire que toute l'humanité vient de l'Afrique. Donc toute leur intelligence, ils nous doivent ça. Nous, notre panafricanisme n'est pas un panafricanisme de haine. Nous n'avons pas de haine contre les Occidentaux. Ils sont nos frères. Nous avons de la haine contre l'impérialisme. Donc c'est une idée qu'on combat, ce n'est pas une couleur de peau. Et nous voulons un panafricanisme actif. Nous ne voulons pas nous limiter ici aux conférences, aux discours, aux installations de structures. Non. S'agissant du choix du Bénin pour abriter les assises constitutives, le président du réseau Panacom a indiqué qu'il vise à rendre hommage à ce pays pour son rôle de précurseur des conférences nationales en Afrique. Aussi a-t-il salué l'alternance qui s'opère depuis lors et sans violence. Direction le Nigeria, 48 heures après le retour du président Muhammadu Buhari, le gouvernement fédéral nigérian a précisé que les négociations avec le groupe Boko Haram en vue de libérer les dernières filles sont en bonne voie. C'est une annonce faite par le ministre de la Famille à Abuja. Plus de précisions avec notre correspondant sur place, Abdoulaye Issa. 48 heures après le retour du président Muhammadu Buhari, le gouvernement fédéral nigérian précise que les négociations avec le groupe Boko Haram sont en bonne voie. Négociations relatives à la libération des filles restantes de Chibok dans la captivité de Boko Haram. Déclaration faite par le ministre des Affaires féminines et du Développement social, Hadia Djoumai Alassane. Elle a également exhorté les Nigérians, en particulier les médias, à éviter de produire des articles qui feront entrave à cette nouvelle piste, dit Hadia Djoumai Alassane. Le ministre a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse à Abuja. Elle a noté qu'il a fallu 7 mois au gouvernement fédéral pour obtenir la libération de 82 filles après la première série de libération en mai 2016. Elle a dit jusqu'à présent les filles avaient progressivement surmonté leur traumatisme et étaient prêtes à être réintégrées dans la communauté et de poursuivre leurs études. Selon Hadia Djoumai, les 106 filles libérées rentreront dans leurs communautés respectives à Chibok en vacances, comme tous les autres étudiants, pour passer au moins une semaine avec leurs parents avant d'aller à l'école. Elle a déclaré que les filles ont reçu des services de soutien psychosocial pour les aider à effacer les souvenirs désagréables et à surmonter leur expérience traumatique. Les filles sont maintenant stabilisées et la plupart de leurs symptômes traumatiques du stress ont été surmontés et les précédents incidents fréquents de flashbacks, d'insomnie et de cauchemars ont maintenant été maîtrisés avec succès. Grâce à un temps rigoureux et étendu avec les travailleurs sociaux, les conseillers et les psychologues, les filles attendent avec impatience un avenir brillant et prometteur. Le ministre a déclaré que toutes les 106 filles étaient confinées dans une seule école du Nord-Est. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis. C'était donc la fin de cette édition. L'information se poursuit sur Sika. À très bientôt.